La salle de consommation, elle a deux types d'objectifs. Des objectifs de santé publique. Son premier objectif, en fait, c'est d'améliorer la santé des usagers de drogue. Les salles, en tout cas, ont montré à l'étranger qu'elles avaient permis de diminuer les overdoses et de limiter les pratiques à risque, c'est-à-dire le partage du matériel d'injection, de la seringue en particulier, et puis du petit matériel d'injection, ce qui, à terme, permet d'avoir un impact sur la diminution de la transmission de maladies infectieuses comme le VIH et l'hépatite C. Donc ça, c'est l'objectif de santé publique. Il y a également un objectif qui est rattaché à cet objectif de santé publique, qui est de permettre d'accéder aux soins, de faire accéder aux soins des populations d'usagers de drogue très marginalisées, qui ne fréquentent pas les dispositifs existants. Et puis ensuite, il y a un deuxième grand objectif, là, qui concerne plutôt l'environnement social et urbain, c'est améliorer la tranquillité des riverains. Puisque la situation actuelle, autour de la gare du Nord, là où la salle vient d'être implantée à Paris, c'est une présence importante des usagers dans l'espace public, des usagers qui injectent dans l'espace public, ou dans l'espace public, c'est-à-dire dans les sanisettes, mais également parfois dans les parkings ou dans les cages d'escalier, et puis des seringues qui traînent dans la rue, dans les cages d'escalier, et donc qui constituent des problèmes à la fois pour les usagers de drogue en termes d'hygiène, et puis pour les riverains en termes de tranquillité et de sentiment d'insécurité. Cette salle, elle se fait à Paris et à Strasbourg dans le cadre d'une expérimentation de 6 ans. Donc la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives, souhaite évaluer donc ce dispositif sur les 6 ans d'expérimentation. Et donc elle a souhaité mettre en place deux types d'évaluation. Une évaluation donc sur les aspects de santé publique, qui est confiée à 4 équipes de recherche, 3 équipes INSERM et une équipe CNRS. Donc mon équipe s'occupe du suivi donc, de ces usagers. Donc, une cohorte va être mise en place auprès de 680 personnes sur les 4 villes. Et donc nous, au CERMES 3, on va être chargé donc, de suivre la cohorte d'usagers sur Paris. Donc sur Paris, on va recruter 250 personnes. L'idée, c'est de les voir 4 fois sur une année pour évaluer l'impact que la salle va pouvoir avoir sur l'évolution de leur pratique à risque, leur amélioration en termes d'insertion sociale et puis leur conduite délictueuse. On va comparer en fait des usagers qui fréquentent la salle et des usagers qui ne fréquentent pas la salle. Ensuite, il y a un deuxième volet de l'évaluation qui est un volet qui concerne l'acceptabilité sociale du dispositif. Et là, donc, c'est une recherche sociologique où je vais interroger, j'ai déjà démarré, une centaine de personnes qui sont des riverains, des acteurs associatifs, les usagers de drogue eux-mêmes, des forces de police et des représentants de la justice, des représentants de la mairie du 10e, différents acteurs politiques, pour voir si leur perception de la salle et leur perception de l'environnement autour de la salle a évolué avant la mise en place de la salle et après la mise en place de la salle. Sur ce deuxième volet, je travaille également avec une ingénieure d'études dans mon équipe qui s'appelle Carole Chauvin et qui est amenée à faire des sorties de terrain tout autour de la salle pour comptabiliser ce qu'on appelle les traces de consommation, c'est-à-dire la présence de seringues par exemple, ou de flacons de méthadone. Et donc ça, c'est un travail qu'on a démarré déjà il y a un peu plus de 18 mois et qu'on va poursuivre pendant plusieurs années pour voir l'impact de la salle également sur ces traces de consommation dans l'espace public. Et puis on est en train aussi de travailler sur des indicateurs qui vont nous être fournis par différents organismes, la police, les parkings aussi qui sont autour de la salle, une institution également qui s'appelle la coordination toxicomanie 18 qui collecte des données depuis longtemps sur ces questions-là, de traces de consommation dans l'espace public. Et on va utiliser les données qu'ils collectaient auparavant, on va suivre avec eux ces nouvelles données et l'ensemble de ces données qualitatives et quantitatives vont nous permettre aussi d'évaluer l'impact sur la qualité de vie dans le quartier et puis la tranquillité de manière plus générale.
Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'objectif de la salle, c'est d'améliorer la santé des usagers de drogue, mais il y a un autre objectif qui est important, c'est la réinsertion sociale. Donc les professionnels qui vont intervenir dans cette salle représentent ces différents aspects. Donc il y aura un médecin, des infirmiers, des assistants sociaux, et des éducateurs et des personnes qui vont être amenées à faire de la prévention. Donc l'objectif, c'est que les personnes donc, puissent tout d'abord réaliser donc, leurs injections dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Donc un usager va rentrer dans la salle, il va montrer son produit aux professionnels qui se trouvent à l'entrée. Ensuite, il va devoir se laver les mains, rentrer dans la salle, pouvoir faire son injection. Il pourra également bénéficier avec du matériel propre, stérile, qui va donc du matériel stérile qui va lui être remis par les professionnels. Et puis ensuite, au sein de la salle, il pourra aussi, s'il le souhaite, bénéficier d'un accompagnement à l'injection, c'est-à-dire de conseils pour injecter en limitant au maximum les risques. Ensuite, il y aura une salle de repos dans laquelle les usagers peuvent prendre un petit peu de temps. Et puis, c'est à cette occasion-là aussi qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, engager des démarches sociales pour l'accès au logement, puisque c'est une population qui est extrêmement précaire, ou pour engager différents types de démarches d'ordre social pour faire des papiers. Et il y aura également des activités d'ordre artistique qui seront proposées également dans la salle. Et puis enfin, le dernier élément, qui est un élément là d'ordre plus collectif, c'est que chaque jour, des maraudes seront effectuées autour de la salle par les professionnels pour aller collecter le matériel qui pourrait avoir été laissé dans l'espace public et pour améliorer donc cette situation. Et des usagers pourront participer à cette collecte pour améliorer donc la tranquillité dans l'espace public autour de la salle. Oui, c'est prévu. En fait, cette étude ANRS Early, elle a été mise en place par l'association Médecins du Monde, l'association AIDE et une équipe de recherche marseillaise qui s'appelle le CESTIM. Et donc, elle a montré son efficacité en termes de diminution des complications liées à l'injection, par exemple, et d'amélioration de l'accès au dépistage. Et donc, l'association Gaïa a décidé de mettre en place de l'éducation aux risques liés à l'injection au sein de la salle. Et donc nous sommes en train également de faire un travail là, qui est financé par SIDAction, qui est une analyse qualitative de l'impact que ce dispositif éducation au risque lié à l'injection peut avoir à la fois sur la vie des usagers, la manière dont ils s'approprient ce dispositif, et puis également l'impact que ça peut avoir dans les pratiques professionnelles. Donc c'est un travail que nous allons réaliser sur plusieurs sites, à partir d'un site de Médecins du Monde, de l'association Charonne, de l'association SIDA Parole qui se situe à Colombes, et puis au sein également de la salle de consommation avec Gaïa. Alors ce qu'on observe entre les deux éditions de Coquelicot, vous avez raison, c'est une diminution globale donc de la prévalence de l'hépatite C, mais c'est quand on s'intéresse à la population, les chiffres que vous venez de mentionner, de 60 à 44%, c'est quand on s'intéresse à la population globale de Coquelicot, et cette population globale, c'est une population qui a injecté ou sniffé au moins une fois au cours de la vie. Si on s'intéresse uniquement à la population des injecteurs, là, la prévalence de l'hépatite C, elle est beaucoup plus élevée, puisque en 2011, elle était de 64%, alors qu'on était aux alentours de 70% en 2004. Donc en fait, on observe une diminution moins importante de la prévalence de l'hépatite C au sein de la population la plus exposée, qui constitue la population des injecteurs. Donc c'est pour ça que les résultats sont plutôt positifs pour la population globale, mais il reste encore préoccupant pour la population des injecteurs, qui est la population qui va fréquenter la salle. Et puis un autre résultat qui est préoccupant dans le cadre de Coquelicot, c'est que quand on s'intéresse à cette population et qu'on regarde les différentes classes d'âge, on observe des pratiques d'injection qui sont relativement peu élevées chez les usagers de drogue les plus âgés, mais par contre, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de plus de 40 ans, alors que chez les usagers de drogue les plus jeunes, aux alentours d'une trentaine d'années, là on a une proportion d'injecteurs qui est beaucoup plus importante. Et autre élément également qu'on vient de publier dans la revue d'épidémiologie et de santé publique,
on voit que certaines régions, comme par exemple le nord de la France, les régions de l'île, qui auparavant se caractérisaient par des pratiques d'injection moins importantes que d'autres régions, comme la région du sud de la France, comme Marseille, qui avait une tradition de l'injection importante. Donc ces régions du nord ont actuellement une proportion d'injecteurs actifs qui est presque équivalente à celle qu'on observe ailleurs. Donc en fait, on voit qu'il y a une diffusion en fait, de la pratique d'injection sur l'ensemble du territoire et donc une espèce d'harmonisation comme ça un petit peu des pratiques et en particulier des pratiques d'exposition au risque VIH et hépatite C. C'est l'association Gaïa qui va le faire au sein de la salle de consommation qui sera mise en place à Paris. À Strasbourg, c'est l'association ITAC qui va s'occuper de la salle. Donc ces deux associations d'ailleurs sont issues de Médecins du Monde, qui a toujours été une association très active sur ces questions de réduction des risques. Ils ont mis en place donc les premiers programmes d'échange de seringues, les premiers programmes d'accès à la méthadone bas seuil dans le cadre de bus, et puis MDM est aussi l'association qui a mis en place l'éducation à l'injection, donc Early dont on parlait tout à l'heure. Et ce qu'on voit, c'est que dans les pays dans lesquels ces salles ont été expérimentées, on a observé une diminution des pratiques à risque et des pratiques de partage de matériel d'injection. Et la Suisse et les Pays-Bas, par exemple, ont aujourd'hui une incidence de l'hépatite C qui est quasi nulle, ce qui permet de montrer en fait que des pays qui proposent un arsenal très diversifié de mesures de réduction des risques, en incluant de la salle de consommation, ont des résultats qui sont meilleurs que la France. Donc on peut espérer obtenir les mêmes types de résultats en France, mais ça c'est l'évaluation qui permettra de voir si on observe une amélioration de la situation en France comme on a pu l'observer dans la dizaine de pays qui a mis en place ces salles de consommation dans le monde. Actuellement, on a près d'une centaine de salles qui existent dans le monde, la plupart en Europe. Il y a également une salle en Australie et puis une salle au Canada à Vancouver. Et le pays qui est le mieux doté en salles, c'est le Pays-Bas qui a près d'une trentaine de salles. La France a eu du retard au départ, c'est-à-dire que la première mesure de réduction des risques qui a été mise en place en France, vous avez raison, c'était dans les années 80, c'était en 1987. Donc c'était la libéralisation de la vente des seringues en pharmacie. Mais il a fallu attendre plusieurs années entre la découverte du VIH et le fait que le VIH pouvait se transmettre par le biais du partage de seringues, et puis la décision ministérielle, donc par Michel Barzac, de mettre en place ces seringues. Donc aux Pays-Bas, par exemple, dès les années 70, il y avait des distributions de seringues qui se faisaient avant même l'arrivée du VIH pour lutter contre l'hépatite B. Donc en France, on a un pays donc, qui s'est caractérisé d'abord par un retard dans la mise en place des mesures de réduction des risques. 1987 les seringues, 1995 donc les traitements de substitution aux opiacés, qui sont la deuxième mesure un peu emblématique de réduction des risques. Donc là encore, un retard très important de la France par rapport aux autres pays européens. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la France constitue quand même un modèle en matière de réduction des risques sur la question des traitements de substitution aux opiacés, puisque après ce retard, on a aujourd'hui un des meilleurs taux de couverture au monde en matière de traitement de substitution aux opiacés. On estime qu'environ 85% des usagers de drogue injecteurs sont bénéficiaires de traitements de substitution aux opiacés. Par contre, il y a d'autres résultats qui sont quand même préoccupants. Là, dans un article qu'on vient de publier dans la revue d'épidémiologie et de santé publique, on a montré que les usagers de drogue qui fréquentent les dispositifs de réduction des risques ont quand même des difficultés à se procurer des seringues. Donc on a 30% de ces usagers qui pourtant fréquentent ces dispositifs de prise en charge et de réduction des risques, qui déclarent avoir eu des difficultés pour se procurer des seringues au cours des 6 derniers mois. Et quand on regarde, par exemple, à Seine-Saint-Denis, qui est un département dans lequel on a fait l'enquête, là on a 6 usagers sur 10 qui déclarent avoir eu des difficultés à se procurer des seringues au cours des 6 derniers mois. Donc on voit qu'il y a vraiment un effort à faire actuellement sur l'accessibilité au matériel
d'injection stérile. Et puis, un des derniers dispositifs qui manquait en France, c'était la mise en place de ces salles de consommation. Donc, la réduction des risques, elle a été évaluée dans le cadre de publications internationales, et donc il a été mis en évidence que les programmes d'échange de seringues, les traitements de substitution, les salles de consommation avaient une efficacité importante sur la diminution des pratiques d'exposition au VIH et au VHC, comme la diminution du partage de seringues et de petits matériels. Et donc c'est la raison pour laquelle c'était vraiment important de pouvoir voir si la mise en place de ce nouveau dispositif allait permettre d'obtenir en France des résultats aussi satisfaisants que ce qui a pu être observé dans des pays étrangers.